Bon, chers collègues et collègues, mesdames et messieurs, chers étudiants et étudiantes, ça me fait plaisir d'être ici parmi vous. Je profite de l'occasion pour remercier Carole et l'ensemble des collègues de l'UQAM de me donner l'occasion de présenter un certain nombre d'idées sur la thématique de la formation des enseignants et des enseignantes. Je suis notamment content d'être ici parce que je suis moi-même un ancien de l'UQAM. J'ai fait ma philo dans les années 76. Tout ce que vous voyez ici n'existait pas. Là, c'était à l'ancien, ce qu'on appelait le Stone Castle, dans le bas de la ville. Et donc, j'ai toujours resté attaché à l'UQAM. Et en même temps, je suis content également que puissent se développer de cette manière-là des relations entre nos universités. Il y a 20 ans, lorsqu'on a lancé l'idée du CRIFPE, notre hypothèse de travail était que chaque université, chaque faculté d'éducation, chaque département d'éducation avait besoin des autres. On avait besoin de créer au Québec une masse critique de chercheurs, de professeurs, de formateurs, de façon à affirmer un pôle d'excellence dans le domaine de la recherche universitaire. Et ça, c'est impossible à faire si on travaille de manière isolée les uns des autres, si on est continuellement sur des voies parallèles et toujours en compétition. Donc, c'est important qu'on ait l'occasion de manifester notre solidarité en participant aux événements de nos institutions et de nos facultés respectives. Cela dit, le contrat qu'on m'a donné ce matin n'est pas un contrat facile parce qu'il y a beaucoup de choses à traiter. Parler de la formation des enseignants, je vais même parler de la formation pré-professionnelle. Tantôt, je vous dirai qu'est-ce que c'est, là. Donc, ça fait 4 thèmes, formation avant la formation initiale, insertion professionnelle, formation continue des enseignants. Et en plus, il faut aussi un peu se situer par rapport au contexte de la Révolution tranquille. Qu'est-ce qui se passe depuis 50 ans et où allons-nous? Donc, ça fait beaucoup de choses à traiter dans la même conférence. Et comme vous le savez, plus on prend d'extension, plus on perd en compréhension. Donc, j'ai réfléchi dans les derniers jours à une stratégie qui pourrait permettre d'éviter un trop grand éclatement de mon propos et un propos qui serait trop transcendantal par rapport au phénomène qui nous intéresse. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'essayer d'articuler 2 temporalités. Donc, je vais placer ma conférence sous l'égide du temps. La première temporalité, je pense, c'est elle qui nous réunit ici, c'est celle du rapport parent. Il y a 50 ans, en 63, a été lancé un rapport qui a servi de déclencheur à la plus vaste réforme scolaire que le Québec a connue. Tout notre système scolaire, du préscolaire au primaire jusqu'à l'université, notamment tout le réseau EQ, a été créé. Les cégeps ont été créés. La formation des maîtres a été transférée dans les universités à partir de 69, ce qui a donné d'ailleurs une importance considérable au réseau des universités du Québec, qui a été aussi créé pour servir de plateforme ou de centre névralgique pour ce dossier de la formation des maîtres. Cependant, 50 ans plus tard, et je pense que c'est le but aussi de notre présence ici, il est important de mesurer un peu le chemin parcouru et de faire un bilan. Il y en a eu des bilans successifs, hein. Ce n'est pas la première fois qu'on fait des bilans du rapport parent. Dès les années 70, à toutes les décennies, il y a eu un bilan du rapport parent, y compris, je crois, en éducation. Moi, je pense que cette interrogation-là est aussi importante et j'attire votre attention sur ce phénomène-là qui n'est pas toujours connu, même en sciences de l'éducation, c'est que la profession enseignante, telle qu'on l'a connue des dernières décennies, est en train de disparaître et elle est remplacée par de nouvelles générations d'enseignants. Les générations d'enseignants du rapport parent ont été engagées dans les années 60 et 70, fondamentalement. Entre 1945 et 1960, la population scolaire triple. Elle passe de 500 000 élèves à 1,5 million. Et le nombre d'enseignants qu'on engage à l'époque, donc on est en une période de pénurie d'enseignants, suit exactement la même tangente, c'est-à-dire qu'il y a énormément, le corps enseignant, le nombre de membres du corps enseignant des écoles primaires et secondaires publiques est multiplié par 3 en l'espace d'une quinzaine d'années. Ces gens-là vont travailler pendant 30 ou 35 ans et prennent à la fin des années 90 leur retraite. Ça veut dire que depuis le début des années 2000, nous sommes dans un processus de renouvellement intense de la profession enseignante au Québec.
Donc, l'occasion est propice et c'est un processus qui va se poursuivre qu'à un cas, parce qu'il y a toutes sortes d'interprétations contradictoires par rapport à ce qui s'en vient. Est-ce que nous sommes en période de surplus, en période de pénurie? Est-ce qu'on va engager encore beaucoup d'autres enseignants? Donc, il y a toutes sortes de débats là, qui ne sont pas simples. Mais d'une façon ou d'une autre, on peut se dire que la conjoncture actuelle est importante pour réfléchir sur le passé, parce que ce passé-là est devenu actuel, c'est-à-dire ce qu'on a vu en 60-70, c'est-à-dire un renouvellement du corps enseignant, est en train de se faire aujourd'hui, et donc les facultés d'éducation sont particulièrement interpellées par cette question-là. Mais au temps de l'histoire, je voudrais aujourd'hui articuler une autre temporalité, qui est celle de la formation professionnelle, la formation des enseignants. On sait depuis un certain nombre d'années, je dirais depuis les années 80, que la formation des maîtres n'est pas un événement ponctuel qui se déroulerait uniquement dans le cadre de la formation initiale dans les anciennes écoles normales ou à l'université. On pense de plus en plus que la formation est un processus, l'apprentissage du métier d'enseignant est un processus à long terme dans lequel se conjugue à la fois une histoire de vie personnelle et une histoire de vie professionnelle. On peut, à l'aide de différents travaux qui ont été faits sur cette question-là, distinguer 4 phases d'apprentissage du métier. Une première phase renvoie à ce qu'on appelle la formation pré-professionnelle. Au Québec, peut-être que certains d'entre vous s'en souviendront ici, une des bonnes chercheurs québécoises qui a travaillé sur cette question-là dans les années 80, c'est Daniel Raymond, de l'Université de Sherbrooke, qui a mis cette dimension-là au centre de plusieurs recherches contemporaines, une dimension qui était développée beaucoup d'ailleurs dans les recherches anglo-américaines sur les approches narratives et les histoires de vie des enseignants qui montraient comment il était important de prendre en considération ce qui s'était passé dans la vie des enseignants avant la formation initiale. Ne serait-ce que parce que les enseignants sont toujours des anciens élèves qui ont passé beaucoup d'années dans l'école et qu'avant même de travailler, ils sont déjà familiers avec certaines routines du métier et certaines ficelles du métier. Donc, deuxièmement, il y a la formation initiale. Il y a aussi l'insertion qu'on redécouvre, je dirais, depuis une quinzaine d'années. Je dirai pourquoi tantôt. Et finalement, la formation continue. Donc, ce que je vous propose, c'est de conjuguer ces deux temporalités-là. Donc, à la fois, c'est le temps de l'histoire et les 4 phases du métier et d'identifier les principaux changements et ce qui me semble aussi, je vais essayer d'insister là-dessus tantôt, des continuités très fortes entre certains aspects qui interviennent dans chacune de ces phases-là à l'époque du rapport parent. Mais je vais surtout essayer de faire une lecture des changements et continuités dans chacune des phases. Donc, plutôt que de me tenir un point de vue trop général sur la formation des maîtres en général, je vais essayer de faire une lecture un petit peu plus fine en me basant sur chacune des phases et en essayant de comprendre ce qui s'est passé depuis 50 ans dans chacune de ces phases-là. Et mon objectif est bien sûr d'être aussi tourné vers le présent, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui, quels sont les défis, les problèmes qu'on rencontre et où s'en va-t-on dans le fond dans le domaine des formations à l'enseignement. Donc, ma conférence est organisée de façon très simple. Je vais prendre chacune des phases, une après l'autre. Les phases de formation, donc pré-professionnelle, initiale, insertion, carrière. Et je vais regarder ce qui s'est passé avant et après, c'est-à-dire à l'époque du rapport parent et aujourd'hui. Bon, pourquoi c'est important la formation professionnelle? Qu'est-ce que signifie la formation pré-professionnelle? Je la définis parce que ce n'est pas toutes les personnes, je crois, qui sont familières avec ce domaine de recherche-là. Là. C'est tous les apprentissages personnels, familiaux, sociaux, culturels, réalisés avant la formation professionnelle initiale, donc la formation universitaire, et qui vont être requis ou réactualisés dans la pratique du métier. Donc, c'est tout ce qu'on apprend avant de se former, mais qui, une fois rendu dans le métier, est utilisé, requis ou réactualisé d'une façon ou d'une autre. Donc, cette formation-là pré-professionnelle renvoie à ce qu'on appelle la socialisation primaire, donc la socialisation de base familiale, et aussi la formation secondaire, notamment ce qu'on appelle la formation scolaire. Elle est à l'origine, bien souvent, des croyances, des cultures, des représentations des enseignants acquises avant l'entrée dans le métier. Pourquoi c'est important, cette question de la formation pré-professionnelle? Bon, je dirais d'abord que c'est important parce que les enseignants sont des personnes
Et quand j'enseigne, j'enseigne avec tout ce que je suis comme personne. L'enseignement est un travail, ceux qui connaissent un peu mes travaux vont savoir que je rentre dans mes bidules à moi, là, est un travail interactif. Ça veut dire que la personnalité du travailleur, ce que je suis comme personne, ma façon d'être, mes croyances, mes valeurs, y compris mon personnage, ma face publique, pour parler comme Goffman, ce que je montre aux autres, font partie intégrante du processus de travail. Donc, un enseignant, quand il rentre dans une classe, c'est pas un fonctionnaire de l'État qui rentre dans une classe, c'est pas un syndiqué, c'est une personne. Et cette personne-là, elle existe à travers les sédiments d'une histoire personnelle qui l'a façonnée. Mais on sait que cette histoire personnelle-là, qui définit des croyances relatives au métier, des représentations, sont très stables et très robustes et résistent bien souvent aux efforts faits par les formateurs d'enseignants, et elles servent de filtre lors de la formation pour filtrer nos propres tentatives de former nos étudiants à des modèles professionnels, par exemple celui de la réflexivité ou du pédagogue cultivé, etc. là. Et par conséquent, une fois que la formation est finie, ces croyances-là, ces représentations du métier, sont réactualisées dans la pratique. Bref, souvent, nos formations glissent sur la peau des enseignants comme l'eau sur la peau d'un canard. Elles ne modifient pas leurs croyances profondes par rapport à la nature du métier. Et ces croyances-là interviennent aussi dans le choix du métier, enfin parce qu'elles définissent différents rapports au métier. Pour moi, ça soulève un certain nombre de questions. Que savons-nous aujourd'hui en formation des maîtres de nos étudiants? Est-ce que nous nous intéressons à nos étudiants? Rousseau disait dans l'Émile, vous, éducateurs, vous devez apprendre à connaître vos élèves. C'est votre principale mission. Est-ce que nous, en formation des maîtres, on s'intéresse à nos élèves comme personnes, à leur trajectoire antérieure, à leurs origines sociales, à leurs croyances, culture et représentation du métier, ou on les prend comme des bocaux vides qu'on va remplir avec nos enseignements? Est-ce qu'on prend la peine de les connaître? Dans quelle mesure nos formations prennent-elles en compte ces réalités-là qui sont individuelles, subjectives, mais aussi sociales? Je vais le montrer tantôt. Comment les enseignants sont aussi façonnés par l'origine sociale. Est-ce qu'on exerce véritablement un travail de formation, de transformation sur ces croyances et représentations-là qui viennent de l'histoire personnelle, pré-professionnelle antérieure de nos étudiants? Bon, une question sur laquelle je voudrais me pencher avec vous, c'est sur le plan de la formation pré-professionnelle. Le personnel enseignant a-t-il réellement changé depuis 50 ans? Y a-t-il continuité ou rupture sur certains plans depuis le rapport Parent? Là, je vous renvoie, je ne donnerai pas de détails statistiques, etc. Là, je vous renvoie, ceux qui s'intéressent, à mon dernier livre qui est sorti au mois de septembre, qui s'appelle « La condition enseignante au Québec, du 19e au 21e siècle. Une histoire cousue de fil rouge. Précarité, injustice et déclin de l'école publique. » Donc, les éléments que je donne sont issus de ça. Les tableaux statistiques sont issus de mes recherches ou celles de collègues. Bon, premièrement, j'attire votre attention qu'il y a une forte continuité dans la profession enseignante par le genre. L'enseignement est toujours un métier de femme. Et non seulement c'est un métier de femme, mais c'est de plus en plus un métier féminin. L'enseignement se féminise. Quand les hommes quittent le métier, ils sont remplacés par des femmes. Historiquement, ça a commencé au Québec, avant tout ce qui se passait en Amérique du Nord, dès les années 1820-1830, la féminisation du métier. Et elle s'est accentuée tout au long du 20e siècle, jusqu'aux années 40, 50, 60, où le secondaire public s'est développé et a entré un certain nombre d'hommes dans le système. Et à ce moment-là, on a assisté à une réduction du nombre de femmes dans la profession. Mais depuis les années 80, c'est reparti. On assiste encore à un retour de la féminisation de la profession.
Alors, il faut observer que ces femmes-là, en tout cas dans le système public francophone, sont des femmes blanches. Et elles appartiennent à la majorité francophone. Des enquêtes montrent, des enquêtes qu'on a menées à l'Université de Montréal avec des collègues, notamment Véronique Jobin, montrent que nos futures enseignantes et nos étudiantes en formation des maîtres viennent pour une bonne part de la classe moyenne inférieure et de la classe ouvrière. Donc, on a recueilli des statistiques sur l'origine sociale et on voit aussi que l'accès à la formation des maîtres à l'université demeure pour les femmes, les jeunes femmes qui deviennent enseignantes, un instrument, une voie de mobilité sociale par rapport à leurs parents. Donc, en général, les parents des enseignants, des futures enseignantes, des jeunes femmes, sont moins instruits que le niveau auquel aspirent ces enseignantes-là. Donc, il y a une forte continuité sur le plan du genre et de l'origine sociale dans notre profession. Il y a une continuité aussi sur le choix du métier. Par exemple, on sait, et c'était la même chose dans les années 50-60, ce que les sociologues appellent l'auto-recrutement, c'est-à-dire que beaucoup d'enseignants, d'enseignantes deviennent enseignantes parce qu'il y a des enseignants dans leur famille. 42% des futures enseignantes interrogées, donc c'est tous les étudiantes de la province de Québec, de 4e année, de tous les programmes qui finissaient l'année passée, là. Donc c'est beaucoup de monde, et tous les étudiants de la province de Québec qui ont répondu à ça, ont des enseignants dans leur famille élargie. Élargie, c'est-à-dire, c'est pas juste le père, la mère, c'est les oncles, les tantes, etc. Là. Le 5e avoue avoir été influencé un peu, voire beaucoup, par cette présence-là d'enseignants dans leur famille. Et ça laisse même de côté la question d'une influence qui ne serait pas consciente aussi. Là. Donc, il y en a plus qu'un 5e. Quels sont les motifs, les trois plus importants du choix du métier? Pour travailler avec les enfants, pour transmettre des valeurs aux enfants, pour aider les enfants à devenir membres de la société. C'est ce qu'on appelle une vision de caring, une vision émotionnelle, un rapport au métier. Je vous donne une anecdote contée par mon collègue avec lequel je travaille depuis longtemps, Louis Levasseur. Louis Levasseur, la semaine passée, pose une question. Il y a 257 étudiantes dans son cours. Il leur propose 2 scénarios de formation des enfants. Le premier scénario, c'est permettre à l'élève de découvrir le monde et de raffiner leur vision du monde par la connaissance. Le deuxième, c'est de voir au bien-être de l'élève. Les 257 étudiantes ont dit que leur mission était de voir au bien-être de l'élève. Donc, pas d'accroître les connaissances des élèves, pas de renforcer leur système cognitif, pas d'établir entre l'élève et le monde un rapport de connaissance. Non, un rapport de bien-être, c'est ce qu'on appelle le caring. Et là, regardez bien, c'est la dernière phrase en bas, là. En définitive, nos systèmes de formation des maîtres se heurtent, depuis le rapport parent, à travers leurs réformes successives, à des continuités fortes dans l'origine sociale des enseignants, dans le genre, dans la mentalité, dans les croyances et dans leur rapport au métier. En dépit des réformes, nous sommes confrontés à des formés qui, sur certains plans fondamentaux que je viens de présenter, ne changent pas ou changent peu. En ce sens, on doit constater le caractère peu novateur de notre système de formation des maîtres au Québec, qui reproduit depuis 50 ans une profession passablement homogène et traditionnelle par le genre, l'origine sociale, l'auto-recrutement, la mentalité de service et les croyances. Il faudrait peut-être penser à être un peu plus innovateur dans nos stratégies de recrutement de la profession enseignante et essayer d'avoir d'autres choses que des jeunes filles blanches, catholiques, francophones, qui aiment les enfants. Deuxième phase, la formation initiale. Là, il y a des spécialistes qui vont parler de la formation initiale aujourd'hui. D'abord, j'attire votre attention que la formation initiale ne se limite pas à faire acquérir des savoirs et des compétences aux étudiants. La formation initiale, elle remplit toujours 3 dimensions.
La première dimension, c'est ce que j'appelle l'expertise. C'est celle qui dit la formation initiale est là pour fournir des savoirs et compétences, de faire apprendre, acquérir, de maîtriser des savoirs et compétences nécessaires à l'exercice du métier. Ça, je dirais, c'est la face la plus visible, la formation initiale. Mais il y a une autre face aussi, une formation initiale, à tout le moins une formation qu'on appelle professionnelle, qui demande 4 ans d'université, donc 17 ans de scolarité, est là aussi pour protéger les enseignants. Une formation universitaire, dans une profession ou un métier, joue le rôle d'une barrière de protection contre les non-formés, c'est-à-dire les charlatans, les concurrences à la formation, les enseignants improvisés qui sortent des facultés disciplinaires ou qui arrivent d'autres pays avec un bac en chimie et qui disent on va vous enseigner en chimie ici au Québec sans problème. Donc, une formation pédagogique est une barrière de protection. Elle est aussi une phase de socialisation du métier. Dans la formation, les étudiants doivent découvrir et adhérer à une culture commune, ou ce qu'on appelle un ethos en sociologie, reposant sur un ensemble de croyances et de valeurs. Donc, je vais regarder chacun de ces éléments-là de la formation initiale. La formation initiale comme expertise. Parce qu'il y a eu des changements depuis les années 60. Moi, je considère qu'il y a eu des changements, il y a même eu des ruptures extrêmement importantes. Sans entrer dans les détails historiques, là, aux années 60, il y a à peu près 170 écoles normales dans la province de Québec. Les 3/4 de ces écoles-là, c'est des petites écoles en milieu rural. Le système normalien est profondément divisé. Les anglos, les franco, les catholiques, les protestants, les hommes, les femmes, les urbains, rurales. Bref, c'est un système éclaté. Et le rapport parent est extrêmement sévère par rapport à la qualité de la formation des écoles normales. Donc, si on regarde depuis ce moment-là, on s'aperçoit que la formation, en étant transférée dans les universités, ce qu'on appelle l'universitarisation, il y a eu quand même des choses intéressantes et pertinentes, notamment l'aspect beaucoup plus unifié de la formation des maîtres. Parce qu'avant ça, la formation des maîtres dépendait beaucoup des institutions locales, des autorités religieuses, et elle n'avait pas une structure unifiée dans l'ensemble de la province de Québec. Le niveau intellectuel, on peut le dire, s'est nettement élevé au fil des années, et aussi, elle est mieux encadrée et contrôlée. Il existe aujourd'hui, vous savez, différents comités paraministériels qui contrôlent, qui font de l'agrément. Les universitaires ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent, comme ils faisaient, par exemple, dans les années 70-80. Nous avons un référentiel de compétences à respecter, un certain nombre de balises, etc. Bref, notre formation est mieux encadrée, un niveau intellectuel plus élevé. Je pense aussi qu'on peut observer depuis les années 90 3 acquis importants. Moi, je trouve que c'est l'allongement et le renforcement de la partie pratique de la formation, ce qui était la faiblesse des universités des années 70-80. Le resserrement relatif des liens entre les universités et les milieux scolaires, notamment dans le placement des stagiaires, l'existence de tables de concertation à différents niveaux, et la mise en place d'un référentiel de compétences nationales. On peut le critiquer, on peut le nuancer, on peut l'amender. N'en reste pas moins que ce référentiel-là a amené la formation des maîtres à réfléchir à des pratiques qui sont centrées non plus sur l'apprentissage de discipline, mais sur l'apprentissage de situations professionnelles. Et ça me semble un gain extrêmement important qui est au cœur du renouvellement de la formation des maîtres depuis une vingtaine d'années. Cependant, il y a aussi des continuités, des problèmes et des défis actuels qui n'ont pas changé aussi dans certains cas. 50 ans plus tard, il n'existe pas de consensus aujourd'hui sur la nature, de consensus scientifique et politique sur la nature des savoirs qu'on devrait retrouver à la base des programmes de formation. Qu'est-ce qu'un enseignant, une enseignante doit savoir pour enseigner? Il n'y a pas de consensus là-dessus. Et lorsqu'on regarde les programmes universitaires dans la province de Québec, on s'aperçoit que ces programmes-là, leur construction et leur contenu et leur processus de déroulement à travers le temps sont largement contingents. C'est-à-dire qu'ils dépendent des autorités locales, des rapports de force entre les départements, du poids respectif des matières, du rôle joué par les spécialistes, de l'équilibre recherché par les directions des facultés ou des départements entre les didacticiens, les psychopédagogues, les fondamentalistes, etc., etc. Donc la logique des programmes n'est pas une logique cognitive, n'est pas une logique professionnelle, elle est une logique sociale.
Et dans ce sens-là, elle reflète les tensions et voire les contradictions qui règnent dans les facultés sur comment on forme les enseignants. Autre phénomène inquiétant qui perdure depuis longtemps, c'est le désengagement massif des universitaires de carrière dans la formation des maîtres. Si ça vous intéresse, vous lirez mon livre, là. Il y a au moins entre 70 et 85% en province de Québec des cours de premier cycle qui sont donnés par des chargés de cours. Les professeurs d'université, les professeurs de carrière sont largement absents de la formation des enseignants. Ils sont au deuxième cycle, ils sont dans des centres de recherche, ils sont dégagés pour ci, pour ça, ils sont dans l'administration, mais ils ne sont pas dans la formation du premier cycle. Ils ne sont pas les partenaires quotidiens des étudiants et des étudiantes. Ils sont encore moins dans la supervision des stages. Ils sont encore moins dans les écoles. La formation des maîtres au Québec demeure, et je dirais de plus en plus, le règne des chargés de cours. Finalement, différentes enquêtes montrent, depuis 7-8 ans, il y a eu des bonnes thèses de doctorat là-dessus au Québec, montrent que des questions aussi importantes que le référentiel de compétences, la notion de compétence, l'articulation théorie-pratique, la formation de la réflexivité et le pédagogue cultivé, qui sont au cœur des référentiels, de notre référentiel, demeurent largement mal comprises par beaucoup de collègues des facultés d'éducation. Beaucoup de gens comprennent pas trop ces notions-là, disent qu'ils les utilisent, mais ils ne savent pas trop comment les utiliser. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Il y a des enquêtes qui montrent, par exemple, comme les superviseurs universitaires, c'est eux qui devraient, en principe, articuler le lien théorie-pratique et être plus au fait des référentiels. Au moins 50% ne peuvent pas dire qu'est-ce qu'ils font exactement avec la notion de compétence. En d'autres mots, les fondements intellectuels de la formation des maîtres restent profondément fragiles dans les facultés d'éducation. La formation initiale comme protection. Se former longtemps implique qu'au bout du compte, cette formation-là doit être rentabilisée par une certaine protection. La formation des maîtres, lorsqu'on l'a transférée dans les universités, elle a contribué de manière importante à accroître les coûts de cette formation-là. Parce qu'avant ça, l'école normale, c'était à cheval entre le secondaire. Tu avais des différents types de brevets, à cheval entre la fin du secondaire et ce qu'on appellerait aujourd'hui le cégep. Là. Puis à la fin, là, il y a eu certaines écoles normales qui se sont en partie universitarisées. Donc, il y avait comme une patte dans la première année du premier cycle. Là. Mais en la faisant monter, cette formation-là, de plus en plus, elle s'est allongée, elle s'est alourdie. Parce que là, il faut passer du secondaire au cégep, du cégep à l'université, et elle est devenue plus coûteuse. Se former pendant 17 ans, bon, peut-être que certains l'ont oublié ici, ça coûte cher. À la fois aux familles qui doivent soutenir les jeunes filles, parce que la plupart, c'est des jeunes filles. Pour les jeunes filles, c'est lourd, c'est un processus de 4 ans. En contrepartie, de la part parents, faisait valoir des gains importants, hein? Une question de prestige, on se forme à l'université maintenant, il y a une qualité accrue de la formation, on va éliminer les concurrences en formation ou bien on va être obligé de se former. Ceux qui avaient les anciens brevets progressivement ont disparu et tout le monde devait avoir une formation universitaire. On plaidait aussi à l'époque pour l'établissement d'une distance symbolique entre les enseignants qui seraient des experts de la pédagogie et le sens commun des parents. Finalement, cette universitarisation-là, pour le rapport parent, devait constituer un tremplin vers la professionnalisation. Parce que vous le savez comme moi, la plupart du temps, en Amérique du Nord, professionnalisation rime avec universitarisation. Donc, à l'époque du rapport parent, l'idée est la suivante. On transfère la formation des maîtres à l'université. Il y a des coûts de système. Ça coûte cher. Il faut ouvrir des universités du Québec partout. On allonge la formation vers le haut, c'est plus coûteux en termes temporels, en termes financiers, en termes symboliques pour les étudiants de se former, mais en contrepartie, il y a des gains. Des gains de prestige, des gains de protection, des gains de distance avec le sens commun. Qu'en est-il aujourd'hui?
Bon, premièrement, un constat un peu triste, là. La professionnalisation ne s'est pas réalisée. C'est un débat qui est entouré, à mon avis, d'un écran de fumée depuis au moins une soixantaine d'années. Je suis très pessimiste vers le relancement d'un mouvement de professionnalisation des enseignants au Québec. Est-ce que la formation joue son rôle protecteur comme il avait été promis à l'époque? Moi, je suis très inquiet aussi, là. J'ai l'impression qu'au Québec, là, on est en train de revenir tranquillement avant la situation des années 60, là. Par exemple, depuis 2000, le MEC a délivré entre 2200 et 3000 tolérances d'engagement chaque année. C'est-à-dire des enseignants qui n'ont pas de formation. On observe dans différentes universités la mise en place de voies alternatives moins longues, on appelle certaines maîtrises, au détriment des baccalauréats de 4 ans. On est en train de faire ce qu'on faisait dans les écoles normales, c'est-à-dire de créer différentes filières d'accès au métier. Moi, je trouve ça profondément injuste pour les jeunes filles qui se tapent un bac de 4 ans, d'être contournées par des maîtrises d'1 an ou 2 ans ou d'autres formes de diplômes. Il y a des pressions considérables des facultés disciplinaires pour qu'on ouvre la profession enseignante à ces disciplinaires-là, à leurs étudiants, avec des formations pédagogiques à rabais, sous prétexte de pénurie. Je tiens votre attention que 20% des enseignants du secondaire, ça c'est les statistiques de 2006 du CPIQ, là, du Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec, il n'y en a pas d'autres là-dessus, environ 20% des enseignants, et c'est beaucoup plus haut que ça là, pour les enseignants en début de carrière, là, enseignent des matières pour lesquelles ils n'ont pas été peu ou pas du tout formés. Bref, il y a un lien faible entre la formation et l'emploi. Et un lien faible entre la formation et l'emploi. On forme des gens et lorsqu'ils arrivent dans le milieu du travail, sont souvent traités par les commissions scolaires, les directions comme des bouche-trous. Du cheap labor. Donc nous avons, nous, formateurs, une responsabilité face à ça. On forme des gens pendant 4 ans, on met en place des dispositifs lourds qui s'appellent des stages, on suit les directives du ministère sur les approches par compétences, on veut former des praticiens réflexifs, on veut donner aux étudiants des capacités de développement professionnel qui vont jouer tout au long de la carrière dans le cadre de formation continue. Et quand ça arrive dans le monde du travail scolaire, tous ces efforts-là sont totalement désamorcés. À un moment donné, il faudrait peut-être parler dans le blanc des yeux aux commissions scolaires. Ils arrêtent de se verser des gros salaires dans les cadres et qui regardent un peu ce qui se passe sur le plancher des vaches. La formation initiale comme socialisation. C'est le 3e aspect de la formation. Pour moi, c'est là où le bas blesse le plus, là. La formation initiale, je l'ai dit tantôt, c'est une phase de socialisation au métier, d'adhésion aux valeurs d'une profession. À l'époque des écoles normales, les écoles normales, on peut les critiquer, là, mais il y a une chose sur laquelle elle était forte, c'est la dimension de socialisation. Pourquoi? Parce que c'était à l'époque un modèle qui véhiculait un ethos religieux et vocationnel très, très fort. Et donc, il y avait, quand tu voulais te former comme enseignante, tu devais adhérer d'une façon ou d'une autre à cet ethos-là. Il y avait aussi des croyances relatives aux femmes sur leur capacité d'enseigner davantage naturelle que les hommes, parce qu'elles ont la possibilité d'enfanter, d'élever des enfants. Donc, il y avait aussi une vision naturaliste de la division des sexes qui renforçait l'éthos professionnel. C'était aussi un système d'autorité des religieux sur les laïcs, des hommes sur les femmes. Bon, les anciennes écoles normales étaient un peu moins vers la fin, là, moins vers les années 40-50, avant que ça commence à péter, là. Mais les années 20-30, c'est vraiment des institutions un peu totalitaires, là. Des institutions de marquage des individus. Il y avait aussi, il faut le dire, une proximité plus grande entre la formation et le métier. C'est-à-dire que beaucoup de formateurs normaliens étaient des anciens enseignants qui allaient en école normale et qui formaient les futurs enseignants. Donc, c'est comme un cercle typique des formations professionnelles.
C'est des professionnels qui forment les professionnels qui s'en vont travailler sur le terrain professionnel, qui, à leur tour, s'ils sont performants ou méritants, vont former des professionnels. Donc, il y a une solidarité entre le corps formateur et le corps des formés. Aujourd'hui, je pense qu'on doit s'interroger sérieusement sur la profondeur de l'influence socialisatrice exercée par l'université et les professeurs de carrière sur les futurs des étudiants. Comme je le disais tantôt, c'est pas compliqué, les étudiants ne voient pas les profs d'université. Ils ne les voient pas. Donc, c'est difficile d'exercer sur eux une influence socialisatrice. En même temps, j'étais au Brésil la semaine dernière, et une ancienne prof d'école normale me disait, nous, à l'époque des écoles normales, M. Tardif, au Brésil, on avait un ethos, c'est une ancienne religieuse. Vera, il y a des Brésiliens dans la salle, Vera Cando, une des bonnes chercheurs brésiliennes. Vera Cando de la PUC-Rio. Mais c'est vrai, nous, dans les universités, nous, les profs d'université en formation des maîtres, on n'a pas d'éthos commun. On n'a pas d'éthos commun. Nos points de vue, nos valeurs, nos croyances sur la formation sont hétérogènes. Promenez-vous dans une faculté des sciences de l'éducation, puis interrogez les profs, là. Je ne parle pas des chargés de cours, les profs, agrégés, titulaires, sur la professionnalisation des enseignants. Certains ne savent même pas c'est quoi. Oh, on m'a pas vraiment entendu parler de ça. Les gens, mes collègues, ont des croyances hétérogènes sur le métier d'enseignant. Certains croient que les enseignants ne savent pas enseigner. Et que par conséquent, le but de ma didactique, c'est de leur montrer d'enseigner correctement. Donc, nous avons là une vision applicationniste qui a été dénoncée depuis 40 ans avec le lancement du mouvement de professionnalisation. Mais cette vision-là est très répandue dans les facultés d'éducation encore. Hein? Vous seriez surpris. Et là, je parle juste des croyances par rapport à la formation, là. Mais si on prenait les croyances politiques, les croyances sociales, les croyances éthiques, il n'y a rien de plus disparate qu'une faculté des sciences de l'éducation. Donc, si nous n'avons pas d'éthos communs, si nous n'avons pas de croyances partagées, si nous n'agissons pas à travers de même orientation de valeurs par rapport à la formation, comment peut-on fournir aux étudiants des croyances fortes sur la nature même du métier? Et c'est encore plus grave, ce problème-là. Parce que là, je parle juste des profs d'université, mais quand les étudiants vont dans les stages et qu'ils rencontrent les enseignants des milieux scolaires, ceux-ci sont encore en dissensus avec les croyances des profs. Par conséquent, les gens qui les forment sont dissensuels. C'est normal que les étudiants en formation des maîtres, une fois qu'ils terminent, ne se reconnaissent pas dans notre formation. Moi, je fais l'hypothèse là, que nos étudiantes, je sais que ça ne se passe pas à l'UQAM, hein, juste à l'Université de Montréal, là, nos étudiantes, mettons au bac en enseignement primaire et scolaire, là, quand ils ont fini de 4 ans, là, sont restés relativement étrangers à la culture universitaire. Ils n'ont pas été touchés par la culture universitaire. Je parle des traditions d'esprit critique, la tradition de débat, la tradition de volonté d'asseoir nos discours sur des fondements cognitifs solides. L'idée que tout savoir est contestable, y compris les savoirs issus de la pratique, hein? Que toute expérience n'est pas source de vérité, que pour être généralisée, elle doit être contestée et confrontée à d'autres, ne sont pas socialisés à ces idées-là parce qu'ils ne nous rencontrent pas, ils ne nous voient pas, et lorsqu'ils nous voient, ils entendent des propos et des valeurs contradictoires de notre part, c'est-à-dire des formateurs. Quatrième phase, l'insertion. Vous le savez comme moi, il y a des gens qui vont en parler aujourd'hui. L'insertion, on le découvre, là, est une phase de recherche d'emploi. Donc, l'insertion, c'est à deux sens. C'est la phase qui, une fois que je termine ma formation ou pendant ma formation, parce que c'est souvent pendant la formation qu'on se trouve un emploi.
Pendant ma formation, c'est la phase de recherche d'un emploi, c'est l'insertion dans une carrière ou un métier. Puis en même temps, c'est aussi la phase de début de ce métier-là, d'appropriation d'un travail qui est nouveau pour lequel j'ai été formé. On sait que cette phase-là, on le sait aujourd'hui, est cruciale. Hein? D'abord, c'est une phase de mise à l'épreuve et souvent de mise à distance de leur formation initiale. C'est une phase dans laquelle c'est un processus d'élaboration de ce qu'on appelle les savoirs d'expérience ou d'autres personnes appellent les savoirs d'action, peu importe. C'est une phase aussi où les jeunes enseignants et enseignantes consolident leur choix, leur métier. Il faut aussi qu'ils se socialisent à la vie des établissements et aux divers aspects du travail des enseignants. Parce que beaucoup d'enseignants pensent qu'enseigner, c'est travailler avec les enfants, c'est vrai, mais c'est de moins en moins juste ça, parce qu'il y a beaucoup d'autres tâches. Bon, il faut aussi qu'ils apprennent à concilier pendant cette phase-là les tensions entre leurs aspirations personnelles, ce qu'on appelle les idéaux de choix du métier. J'en mentionnais quelques-uns tantôt, le bien-être des enfants, le caring, etc., avec la réalité des enfants. Parce que beaucoup de publics scolaires, y compris de beaux enfants tout blonds, sont réfractaires aux apprentissages scolaires. Et par conséquent, il y a beaucoup d'idéaux qui frappent ou qui connaissent le choc de la dure réalité des enfants et des groupes. Donc, c'est une phase complexe. Il y a beaucoup de travaux au Québec. On a des bons chercheurs. Martineau, qui est malade aujourd'hui, malheureusement, qui ne sera pas avec nous. Joséphine Mukamorera, qui, à ma connaissance, est une des premières dans les années 90 à avoir exploré cette thématique-là de façon systématique. CRIFPE s'intéresse à cette question-là. Quelle était la situation, là, 50 ans de l'insertion? Bon, il faut rappeler qu'on s'insérait il y a 50 ans dans un contexte de pénurie d'enseignants, c'est-à-dire qu'on voulait avoir des enseignants. J'en ai parlé tantôt, là, la profession enseignante a cru de 300 %. Dans ma recherche des années 85-86 avec Claude Lessard, on avait rencontré à peu près 150 enseignants dans le cadre d'Histoire de vie. Et il nous parlait, bon, c'est souvent des femmes qui étaient des années 50, 60, 70. Et il nous disait, M. Tardif, là, à l'université, il venait, les employeurs, nous engager dans la cour. On sortait de l'université, là, on allait dans le stationnement ou à l'école normale, là, puis les directions et les commissions scolaires nous faisaient signer le contrat dans la cour. Donc, pour beaucoup d'enseignants, c'était un bel âge, c'était l'âge d'or. Hein? La profession était attractive, on voulait des enseignants. Cependant, on sait que cette situation de pénurie-là va disparaître à la fin des années 70 et elle va devenir problématique à partir des années 80 jusqu'à nos jours. Il n'y a pas eu beaucoup d'enquêtes sur l'insertion dans les années 50, 60, 70, parce que ce n'était pas un sujet intéressant, parce que les gens se trouvaient un emploi tout de suite. Donc les chercheurs s'intéressaient moins à ces phases d'insertion-là, parce que les professeurs, bon, faisaient une phase d'une période de probation de 2 ans, puis ils devenaient enseignants. Donc il y avait assez peu de recherches sur la thématique de l'insertion à l'époque. On s'intéresse à l'insertion depuis que ça va mal. C'est-à-dire depuis que l'insertion est devenue un processus difficile, depuis que l'obtention d'un emploi est devenue complexe, depuis que les insertions sont devenues relativement échevelées sur le plan du processus, c'est là que l'insertion est devenue une thématique de recherche, y compris au niveau international. Hein, c'est pas un phénomène québécois, là. Ce qu'on sait, ce qu'on a appris, là, par exemple, Claude Lessard et moi, dans notre livre de 96, je pense, sur la profession enseignante au Québec, c'est un livre basé sur des histoires de vie, avec, comme je disais, 150 enseignants et enseignantes, et bien sûr sur une étude systématique de toutes les enquêtes de l'époque. Là. Ce qu'on sait, c'est qu'à l'époque, peu de professions traitaient ou traitent aussi mal les nouveaux membres. C'était vrai dans les années 60, 70, 80. Quand les jeunes enseignants, enseignantes commençaient, ils héritaient de ce qu'on appelle le sale boulot. C'est-à-dire les classes les plus difficiles, dans les écoles dures, les charges d'enseignement éclatées, au secondaire, l'enseignement de plusieurs matières, parfois enseigné dans plusieurs écoles. Cette phase-là aussi, ce qu'on sait, et malheureusement ça n'a pas trop changé,
Les enseignants de l'époque, ils nous l'ont dit, c'était souvent vécu comme une phase de distance très critique vis-à-vis de la formation. Les gens disaient, c'est ce qu'ils nous ont dit en tout cas, on a appris à enseigner en enseignant. On n'a pas appris à l'université. Qu'est-ce que vous avez appris à l'université? Pas grand-chose. Pas grand-chose. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a réformé la formation des maîtres en 1994. Hein? En même temps, comme je le dis tantôt, il y avait peu d'intérêt politique, institutionnel, scientifique, professionnel pour l'insertion dans les années 60-70, parce que les enseignants rentraient facilement dans le milieu scolaire. C'est comme si la phase d'insertion était comme aplatie. On était déjà dans une carrière. Et en même temps, il y a eu un consensus secret et invisible au Québec sur la génération des sacrifiés. C'est-à-dire que, je vous rappelle, dans les années 80 et 90, jusqu'à la réforme de 94, les facultés d'éducation, avec la complicité des gouvernements et des universités, ont continué à former des dizaines de milliers d'enseignants qui rencontraient sur le marché du travail pas d'emploi. Les phases, à l'époque, c'est justement la thèse de Joséphine Mukamurera, à l'époque, la précarité pouvait durer 15 ans. Beaucoup de gens ont quitté ce métier-là parce qu'ils n'ont jamais trouvé une place. Ce qui se passait dans les écoles primaires, secondaires, se passait aussi, bien sûr, au collégial ou à l'université. C'était l'époque où les postes de professeurs étaient formés partout dans le système scolaire québécois, mais les facultés continuaient à former des milliers d'étudiants. Donc, c'est ce qu'on peut appeler la génération des sacrifiés. Beaucoup s'est intéressé au sort de ces étudiants-là qui ont dû essayer d'entrer dans un milieu scolaire qui était fermé. Ce qu'on sait, c'est que beaucoup de ces jeunes-là ont passé à côté de l'enseignement régulier et ont occupé des nouvelles niches, par exemple comme l'éducation spéciale, l'adaptation scolaire, l'orthopédagogie, le champ de l'accueil, le champ de l'éducation des adultes, les différents champs qui ont commencé à se développer. Donc, ils ont trouvé des niches aussi dans ces champs-là, ce qui a permis également de développer ces champs-là. Donc, dans les années 50, il y a 50 ans, pas dans les années 50, la recherche d'emploi est facile. La phase d'insertion est extrêmement contractée parce qu'on devient permanent en 2-3 ans. Cependant, l'accueil des enseignants à l'époque est relativement anti-professionnel. Le lien avec la formation des nouveaux enseignants dans les années 60-70 est un lien très critique. Les enseignants ne se reconnaissent pas. Et il y a des enseignants sacrifiés dans les années 80 particulièrement. Ce sacrifice-là n'a pas changé. L'insertion aujourd'hui, depuis les années 80, s'insérer dans la profession, c'est vraiment s'insérer dans un travail précaire. Le taux de précarité depuis 20 ans dans l'enseignement général là, du préscolaire, primaire, secondaire, là, tourne autour de 45 %. C'est-à-dire que dans la province de Québec, depuis 30 ans, près d'un enseignant ou d'une enseignante sur 2 est à statut précaire. Vous lirez, j'ai les chiffres dans le livre précis sur ces questions-là. Ce qui est plus grave encore, c'est que plus on va vers des publics scolaires fragilisés, plus le taux de précarité du personnel scolaire augmente. Par exemple, à l'éducation, dans le secteur de la formation professionnelle au secondaire des métiers, il y a quand même 115 000 jeunes Québécois qui sont là-dedans. Le taux de précarité des enseignants est 76 %. À la formation générale des adultes, et le mot adulte est totalement trompeur, 80 % des étudiants qui sont à la formation générale des adultes sont des jeunes de 16 à 24 ans qui ont échoué le secondaire, qui ont terminé sans diplôme ou qui ont décroché, etc. Les adultes, c'est maintenant des jeunes. Le taux de précarité est 78 %. Donc, la situation de l'insertion au sens de recherche d'un emploi demeure dramatique au Québec. Et ne croyez pas ce qui est écrit dans les journaux lorsqu'on dit qu'on manque d'enseignants. C'est faux.
Donc, ça soulève un problème. Nous formons des gens pour un métier précaire. Est-ce que les nouveaux enseignants sont mieux traités aujourd'hui? Je pense que non. Par exemple, les taux de décrochage. Parce qu'il est très difficile d'avoir des statistiques dans la province de Québec sur la profession enseignante. Hein? Demande au ministère, il ne sait rien de sa profession. Là. Il y a 103 000 enseignants dans la province de Québec. Là. Ils n'ont aucune statistique précise sur eux. Des statistiques salariales, les fonds de retraite, en voulez-vous, il y en a, là. Mais les statistiques précises sur des choses comme l'origine sociale des enseignants, leurs années de formation ou le taux de décrochage, personne qui le sait. En extrapolant certaines données du ministère qui ont sorti en 2005, d'autres données d'enquête d'étudiants qui ont fait des maîtrises et des doctorats ces dernières années, on estime que le taux de décrochage de la profession au Québec tourne autour de 20 % dans les 5 premières années. C'est-à-dire qu'on perd un enseignant sur 5 dans les 5 premières années d'apprentissage du métier. Les débuts de carrière, encore aujourd'hui, 60 ans après la réforme Parent, restent souvent difficiles. Et encore aujourd'hui, beaucoup de jeunes enseignants et enseignantes héritent du sale boulot dans les écoles. Encore aujourd'hui, le lien entre formation et emploi demeure aléatoire. La National Council Teacher, un immense organisme américain qui fait l'évaluation de la formation des maîtres aux États-Unis, a fait une évaluation. Le rapport est sorti en septembre dernier. Là. Il a évalué plus de 1000 programmes de formation des maîtres aux États-Unis. 1000 programmes. C'est-à-dire que 99 % des étudiants en formation des maîtres qui sortent aux États-Unis sont passés par ces 1000 programmes-là. Donc, ce n'est pas juste un échantillon qu'ils ont fait, là. C'est une étude de population quasi totale, là. Dans ce rapport-là, il conclut que la formation des maîtres aux États-Unis, dans les universités et dans les teacher colleges, est médiocre. Est médiocre. Pourquoi elle est médiocre? Parce que les étudiants qui sortent de ces programmes-là, une fois qu'ils en sortent, disent que ce qu'ils cherchent maintenant, c'est leur propre voie, leur propre manière d'enseigner. Bref, c'est comme si un médecin qui sortait de la faculté de médecine disait maintenant ce que je vais chercher après 5-6 ans de formation, là, c'est mon propre art personnel de pratiquer la médecine. Oui, mais n'y a-t-il pas un état de l'art? N'y a-t-il pas des connaissances que vous auriez dû assimiler et qui devraient orienter vos choix? Bref, c'est comme si la formation ne laissait pas d'empreinte sur les étudiants et les étudiantes et que ceux-ci se voyaient dans l'obligation de constituer par eux-mêmes un savoir enseigné qu'ils n'ont jamais acquis à l'université. J'espère que ce jugement-là ne s'applique pas à nos institutions québécoises et canadiennes. La formation continue, en dernière phase, il y a 50 ans. C'est un sujet que je maîtrise moins, que je m'intéresse moins à cette question-là. Et j'ai fouillé, il n'y a pas grand-chose finalement là-dessus. Là. On connaît bien l'histoire, par contre. Quand la formation des maîtres a été transférée des écoles normales aux universités, le système scolaire s'est développé. La formation, le ministère, dans les années 70, a décidé de reconnaître la formation comme un outil de promotion salariale. Ça a duré à peu près 20-25 ans. Donc, les années 60 aux années 80-90 sont marquées au Québec par un intense effort de la profession enseignante pour se former de manière continue, ce qu'on appelait à l'époque les perfectionnements. En l'espace d'une trentaine d'années, la formation des enseignants, la durée de la formation des enseignants passe d'une moyenne de 13 ans à une moyenne de 17 ans. Donc, en 30 ans, le corps enseignant de la province de Québec a monté son niveau de scolarité de 4 ans à travers le perfectionnement. Donc, les universités
ont accueilli pendant les années 60, ceux qui ont connu un peu ces époques-là, 70-80, des milliers d'enseignants qui avaient des brevets, des bacs pas finis, des demi-bacs ou des choses comme ça, des programmes de perfectionnement qui étaient souvent des programmes conçus par 30 crédits, parce que 30 crédits faisaient monter un échelon salarial. Par conséquent, les enseignants se formaient massivement et il y a eu, à ce moment-là, comme je disais, un gain de scolarité. Les universités étaient aussi largement les maîtres d'œuvre de la formation continue des enseignants. Donc, la formation des enseignants n'était pas confiée à d'autres institutions. Les universités ont hérité à la fois de la formation initiale et de la formation continue. Et il faut savoir que cette entreprise-là a coûté extrêmement cher à l'État québécois. Pourquoi? Bien, justement parce que la formation était devenue payante. Lorsqu'on se formait, on faisait des gains salariaux. C'est donc quand on observe l'augmentation des salaires des enseignants, au début des années 70, une enseignante au Québec, ça gagne à peu près 6 000 là. Mais en 82, c'était rendu à 30 000. Donc, il y a une explosion des salaires. Il y a une explosion des coûts de la formation. Parce que je vous rappelle qu'à l'époque, la profession enseignante, il y a un gonflement extraordinaire des effectifs. La profession enseignante est multipliée par 3 en une vingtaine d'années. Donc, c'était des entreprises extrêmement coûteuses. Et dans les années 80, il y a plusieurs critiques qui sont adressées à la formation des maîtres, à la formation continue. On lui reproche, par exemple, d'être une course au diplôme, une course à l'argent. On lui reproche aussi de reproduire la formation initiale et d'être fondamentalement assez loin des besoins réels des enseignants. Donc, un certain nombre de critiques qui se mettent en branle, ce qui va conduire, grosso modo, à la situation actuelle. Premièrement, la formation continue, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Je ne connais pas vraiment au Québec, moi, de spécialistes, peut-être qu'il y en a dans la salle qui vont prendre la parole tantôt, là. Je ne connais pas vraiment de spécialistes qui s'intéressent de façon systématique ou qui mènent des recherches sur la formation continue des enseignants. Parce que j'ai fait une recherche documentaire, je n'ai pas vu de livre ou d'article de fond sur cette question-là. Ce qu'on sait, c'est que depuis une vingtaine d'années, il y a eu des changements majeurs. Il y a d'abord l'abolition du lien entre le perfectionnement et le salaire. Se former ne rapporte rien sur le plan financier. Donc, c'est un incitatif qui est douloureusement absent. C'est lié aussi avec le fait que les activités de formation n'ont pas de lien direct avec les étapes de la carrière enseignante. Je ne sais pas, moi, si tu travailles dans une industrie ou dans des services, si tu te formes, tu as un horizon promotionnel devant toi. C'est-à-dire que si tu es caissière de banque, je ne sais plus, peut-être qu'on les appelle même plus comme ça maintenant, mais si tu étais caissière de banque, tu fais un diplôme au collégial en administration, tu espères à un moment donné devenir agent de crédit. Si tu fais un MBA, mais là, tu souhaites monter dans la caisse, là, à un niveau beaucoup plus haut. Dans l'enseignement, ça n'existe pas. Il n'y a pas de lien entre la formation et la carrière. Même si tu as un doctorat, tu es traité comme les personnes qui ont un bac. La carrière, vous le savez, étant ce qu'elle est une carrière plate, uniforme. En plus, il me semble que les formations ne sont pas obligatoires, les formations continues, comme elles devraient l'être dans une véritable profession. Et en plus, il me semble qu'elles ne s'inscrivent pas dans des plans de carrière, de développement personnel ou de développement professionnel. Finalement, le tableau que j'ai aujourd'hui, et peut-être que des gens me contrediront par la suite, la formation continue me semble aujourd'hui très morcelée. Il y a une partie que les universités assurent plus ou moins bien. Il y a aussi des associations pédagogiques qui s'en mêlent, des conseils d'enseignants qui se forment. On parle de journées pédagogiques. À quoi servent les journées pédagogiques? Je ne le sais pas trop. Il y a toutes sortes de choses là-dedans. Des fois, j'ai trouvé des gens m'ont dit des activités effarantes qu'on appelle des cours de tapis. L'auto-formation, bref, il y a sûrement de la formation continue qui se fait, peut-être même intense, mais on ne voit pas une volonté à la fois professionnelle, scolaire des autorités et politiques de faire en sorte que cette formation-là soit un vecteur de professionnalisation et un vecteur de développement professionnel.
Moi, j'ai fait le tour de mes 4 phases. Je suis proche de là, je suis même en train de dépasser mon temps. Je vais essayer de situer dans le temps 2 processus. L'évolution de la formation des maîtres au Québec depuis la Révolution tranquille jusqu'à nos jours, mais en essayant de comprendre ce processus-là à partir des phases même de la carrière enseignante et du développement des enseignants qui sont aussi des phases temporelles. On devient enseignant parce qu'on a une histoire de vie qui nous conduit à ce métier-là, à partir de laquelle histoire on développe certaines croyances et attentes par rapport au métier. On passe par une formation initiale, on s'y insère, puis on développe une carrière. C'est des phases d'une carrière. Le rapport parent souhaitait une formation des maîtres professionnels. Il souhaitait professionnaliser l'enseignement. Il appelait de ses vœux l'existence d'une profession. On constate, 50 ans plus tard, que la professionnalisation de la formation des enseignants est un projet inachevé. C'est pas fini. Il y a encore des combats à mener. On a fait des gains, mais il y a des choses qu'on a perdues. Et il y a des choses qu'on n'a pas vues, qu'on est en train de perdre, qui continuent. En même temps, je trouve qu'on est confronté à des contradictions. La contradiction, c'est est-ce qu'on peut former des professionnels de l'enseignement pour une profession qui n'existe pas? On nous demande de former des professionnels, mais la profession, elle n'existe pas. Il n'y a pas de profession enseignante. Il y a des syndiqués, il y a des fonctionnaires. Il y a peut-être une semi-profession, si on peut définir ce concept-là à la manière d'Edzoni, mais il n'y a pas de profession. Donc, nos formations dans les universités, d'une certaine façon, sont habitées par une tension centrale. Notre mission, c'est de former des professionnels de l'enseignement, des gens hautement compétents, des gens qui ont une éthique du travail, des gens capables d'une expertise réflexive, des gens capables d'assumer sur une carrière un développement professionnel continu. Mais quand ils s'en vont dans le monde du travail, les conditions qui rendent possible l'actualisation des idéaux qui portent la formation n'existent pas. Donc, d'une certaine façon, la formation des maîtres dans les universités est en contradiction avec elle-même. Nous formons des professionnels, mais nous savons que le milieu scolaire qui les accueille n'est pas favorable pour le moment et d'ici les 20 prochaines années au développement d'une véritable profession. Merci. Merci beaucoup, Maurice. Je suis toujours impressionnée d'entendre Maurice. Ça fait plusieurs fois que je l'entends. Je trouve que quand je m'assois pour l'écouter, j'entreprends un long voyage à travers l'histoire, à travers la réalité de la profession enseignante. Et je me dis toujours que d'aborder autant de questions essentielles, c'est un exploit. Puis je te remercie, Maurice, nous avoir fait faire ce voyage ensemble aujourd'hui. Je tweetais en même temps et je voyais Sébastien dans la salle, Sébastien Stas qui tweetait, et j'ai lu un de ses tweets que je pense que je vais vous ramener ici parce que je pense que ça résume bien la conférence de Maurice Tardif. Rafraîchissant d'entendre un universitaire avoir une lecture aussi réaliste de la formation des enseignants. Et je pense que c'est ça qu'on a eu, ce cadeau-là aujourd'hui. Alors, merci, Maurice. Je ne veux pas reprendre les grandes idées de la conférence de Maurice. J'aimerais vous laisser la parole pour poser quelques questions. On est à l'heure de la pause, mais je trouverais triste de ne pas profiter de l'occasion pour accorder la chance à Maurice de répondre à certaines de vos questions. Alors, je pense qu'on pourrait retarder la pause quelques instants pour pouvoir permettre de répondre à ces questions-là. Je crois qu'on avait un micro qui va venir se déplacer un peu plus au centre de la salle. Et puis, je vous inviterais
parce que la conférence est filmée, de vous approcher du micro pour pouvoir poser... On a un micro ici aussi, là, aussi, mais je pense qu'on est tout installé ici. Ça devrait se faire assez bien. Je suis Brigitte Voyer. Merci, Maurice. Effectivement, travaux toujours intéressants et avec une approche de sociologie des professions, on voit large et c'est intéressant. Tu n'as pas beaucoup développé sur un acteur important ou un mouvement important, c'est le syndicalisme. C'est une profession syndiquée. Tu en as traité un petit peu peut-être en relevant la précarité d'emploi, les conditions de travail. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet acteur-là et de l'évolution et de ses liens peut-être avec la dynamique avec l'embauche, les commissions scolaires? Tu t'es passé rapidement là-dessus. Aussi, on voit bien la dynamique universitaire, comment à travers le temps, l'université a modifié ses programmes, etc. Mais il y a toute une dynamique de la construction des sciences de l'éducation à l'intérieur. Dans ce développement-là de la formation, les sciences de l'éducation se sont développées. Il y a eu une dynamique aussi avec les disciplines. Comment ceci a influencé, comment tu vois ces aspects-là? Puis, tu as un peu évoqué l'éducation des adultes comme un secteur où il y a beaucoup de précarité d'emploi. Effectivement, c'est un problème important, mais je suis étonnée de ton chiffre de 80% ou 78% des élèves. Le secteur général, hein? Oui, bon, c'est ça. Il faudrait nuancer parce que ça apporte vraiment une vision comme si il n'y avait que des jeunes à l'éducation des adultes, mais peut-être dans certains secteurs, il y a beaucoup plus de jeunes, dans certains services de l'éducation des adultes. Mais moi, je parle à partir des statistiques du ministère de 2011, là, qui ont été sorties par la CSQ pour moi, directement du Conseil du Trésor. Et le taux des jeunes, il y a 75% de jeunes à l'éducation des adultes. Le taux de précarité, c'est 78%. Alors, moi, je vais regarder attentivement ces sources-là parce que je pense que c'est nettement... c'est inférieur à ça. C'est autour de 50-60 et peut-être qu'il y a des nuances à apporter sur certains services en éducation des adultes parce qu'il y a plusieurs services. Merci, Brigitte. Est-ce que, Maurice, tu voulais... C'est sûr que j'aurais pu parler du syndicat, j'aurais peut-être dû parler du ministère de l'Éducation aussi, là. Il y a beaucoup d'acteurs qui tournent autour de la formation. La formation des maîtres, c'est un système, hein. On ne peut pas comprendre la formation des maîtres si on ne le met pas en rapport avec de différents acteurs, la profession, les syndicats, le ministère de l'Éducation. La formation des maîtres n'est pas de la seule responsabilité des profs d'université aujourd'hui. C'est un véritable système où il y a plusieurs acteurs dans lesquels s'établissent des rapports de force entre ces acteurs-là. Bon, les syndicats aujourd'hui, il est bonne presse de cracher sur les syndicats, là. Dans la province de Québec, les syndicats sont en perte de vitesse, notamment les syndicats de la fonction publique qui sont présentés comme des exploiteurs du bien commun, là. Moi, c'est pas mon cas. Je pense que les syndicats ont contribué de façon décisive à l'amélioration de la qualité du travail de la profession enseignante au Québec. C'est grâce aux syndicats qu'il y a eu une protection de l'emploi. Cette protection-là de l'emploi, bien sûr, dans les années 80, a généré de la précarité dans les nouvelles générations d'enseignants. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fermé les postes, ce qu'on a fait dans les années 70 avec les syndicats, c'est qu'on a brisé le lien historique qu'il y avait entre l'évolution des populations scolaires et l'évolution des agents scolaires, des agents enseignants. Parce qu'avant ça, lorsque les populations scolaires chutaient, on engageait moins d'enseignants, on les mettait à la porte. Et quand ça remontait, on réengageait des enseignants. Avant les années 60-50, le métier d'enseignant est un métier instable, hein? C'est un métier cyclique. La durée des carrières en 1930, je me souviens bien, d'à peu près 7-8 ans. Les syndicats, la lutte des syndicats dans les années 70, c'est de briser ce lien-là entre l'évolution des populations scolaires et le nombre d'enseignants. Et quand les clientèles scolaires chutent de 1 500 000 à 1 million en 10 ans, ça se fait très vite, à partir des années 80, là, même 75 pour le primaire, les syndicats réussissent à ralentir l'hémorragie qui aurait dû s'en suivre pour les rangs syndicaux. Ils perdent quelques milliers d'enseignants au début des années 80, mais ils réussissent à sauver la plupart des postes. Par la suite, ces postes-là se ferment, et ce qui fait que les jeunes qui sortent des facultés d'éducation se butent sur des postes qui sont déjà occupés par les permanents, ce qui engendre de la précarité.
Mais moi, mon hypothèse, c'est que si les syndicats n'avaient pas réussi à protéger les emplois déjà là, ces emplois-là auraient été aussi emportés par la vague de précarisation. Comme on voit aujourd'hui dans les différentes industries. Donc, le rôle historique des syndicats dans la formation est fort parce qu'à différents moments donnés, les syndicats vont intervenir sur des plateformes collectives, notamment à l'époque du rapport Parent, dans la commission des États généraux, faire des requêtes aux universités sur la qualité de la formation, l'orientation, etc. Donc, il aurait fallu que je présente une toute autre conférence pour traiter les aspects du syndicalisme. C'est la même chose avec les universités. C'est sûr que l'université a sa propre logique interne de développement, les facultés d'éducation ont leur logique interne de développement, mais aborder ça dans ma conférence à la formation, ce serait extrêmement long, ça nous aurait tiré à l'extérieur, là, je pense, du sujet. Mais je pense que la logique est assez claire. Les universités s'en vont. Moi, je pense qu'il y a une dualisation du réseau universitaire québécois actuellement qui est en train de se faire, là. Les petites universités régionales et les grandes universités. Dans les facultés d'éducation, il y a des pressions grandissantes à la performance, à la recherche. Ce n'est pas disparu, ça, malgré les gens qui font des critiques. On est en train d'avoir une division du travail en deux corps de formateurs. Un corps de chargé de cours qui intervient au premier cycle et un corps de professeur de carrière qui intervient aux études supérieures. Bref, il y a des logiques en place qui ont été dénoncées dans les années 80. Ces dénonciations-là ont conduit à la réforme de 1994. Mais cette réforme-là, sur le fond, n'a pas changé les pratiques des formateurs de maître. Moi, c'est mon hypothèse. On a eu une réforme importante. On a allongé les stages, on a créé un référentiel de compétences, on a développé des liens avec le milieu scolaire plus forts. Mais les logiques du travail professoral à l'université n'ont pas été profondément modifiées. Merci. Madame? Suzanne Richard, je suis une des nombreuses chargées de cours qui forment les futurs maîtres et je travaille aussi avec les futurs enseignants qui ont déjà un bac spécialisé, donc à la maîtrise qualifiante. Je suis aussi présidente de l'AQPF, l'Association québécoise des professeurs de français, qui s'est déjà prononcée sur un ordre des enseignants, en faveur d'un ordre des enseignants. Est-ce que, M. Tardif, selon vous, le projet inachevé de la professionnalisation passerait pas, entre autres, par la création d'un ordre? Merci. Écoutez, moi, quand j'ai commencé ma carrière, là, vers les années 85, là, le mouvement de professionnalisation a été lancé à ce moment-là, en Amérique du Nord, avec les affaires du Rome Group aux États-Unis, Carnegie Foundation. C'est là que c'est parti, là. Puis 5 ans après, c'est arrivé au Québec avec le rapport du Conseil supérieur sur la profession enseignante, le rapport de 91, je pense. Donc, ça fait longtemps que j'entends parler de ça. La professionnalisation, dans le rapport Parent, déjà, on la revendique. Dans les années 50, la Corporation des instituteurs de la province de Québec, qui est l'ancêtre de la CSQ, qu'on appelait à l'époque la CEQ, elle-même hésitait entre un modèle professionnalisant ou corporatiste et un modèle syndical. Donc, c'est une vieille question, là. Et moi, j'en suis arrivé à la conclusion que la balle est dans le camp de la profession. La balle est dans le camp de la profession. Moi, je trouve, je me suis fait souvent le porte-parole de la création d'un ordre professionnel. Je ne suis pas le seul, il y en a plusieurs, Claude Lessard. À un moment donné, j'ai été identifié à un défenseur de la professionnalisation. En 2000, quand il y a eu le dépôt de la demande du CPIQ à l'Office des professions, j'étais sur la table des experts. Je me suis fait évacuer par les syndicats, d'ailleurs. Ils ont réussi à abolir mon poste de représentant universitaire. Tout ceci pour dire que depuis 60 ans, on parle de cette question-là. Mais une profession est d'abord un processus dans lequel un groupe de travailleurs essaye de prendre le pouvoir sur son champ de travail. C'est ça une profession. C'est un groupe de travailleurs qui dit maintenant, les actes qu'on fait, là, on veut qu'ils soient reconnus comme les nôtres. Et on veut que personne d'autre ait le droit d'y poser. On peut même revendiquer le titre, en plus. La licence professionnelle.
On veut que personne d'autre les pose. Et pourquoi on revendique ça? Parce qu'on est les seuls à posséder une expertise puis une éthique de service spécifique pour poser ces actes-là. Mais ça ne tombe pas du ciel. Il faut que les enseignants se réveillent. Les syndicats d'enseignants ne veulent pas d'ordre professionnel. Ils n'en veulent pas. Et c'est une grosse force au Québec, ça. Même si elle s'est divisée, là. Hein, parce que maintenant, il y a les enseignants de Montréal et le reste de la province, là. Quand le syndicat dit non dans la province de Québec, le syndicat a assez de pouvoir au Québec pour avoir réussi à bloquer le processus de professionnalisation en l'an 2000. Mais il faut dire que les autorités politiques aussi au Québec, il y a beaucoup de chiffres molles en politique. Hein? C'est des gens qui gouvernent en fonction du vent, en fonction des intérêts. Et périodiquement, on parle de professionnaliser l'enseignement, de créer un ordre professionnel. Mais aussitôt que les gens prennent le pouvoir, ils laissent tomber ça parce que là, ils s'assoient avec les acteurs éducatifs, s'assoient avec les syndicats, les commissions scolaires qui disent « Agite pas cette question-là, ça va faire du trouble. » Donc, la professionnalisation, moi, j'y crois plus. Et je vais y croire lorsque les enseignants vont embarquer dans le processus. Il y en a, il y a le CPQ qui défend encore ça, il y a la QEP, l'Association des enseignants du préscolaire primaire. Il y a différentes associations là. Mais il faut que les associations se mettent ensemble, puis travaillent, puis fassent une proposition. Sinon, ça n'avance plus, cette question-là. Là. On tourne en rond. Merci. Madame Daudelin. Bonjour, Colette Daudelin, Université de Sherbrooke. Merci pour le voyage. Donc, je reprends l'analogie de Carole. Je t'inviterai, Maurice, à nous aider à poursuivre ce voyage. Et vous allez voir, je suis de nature positive. J'allais dire positiviste, positive. Et je suis certaine qu'on va tous et toutes se retrouver dans 50 ans. Donc, tu nous as donné quelques indications pour que... Je suis très positive. Je ne serai plus là dans 50 ans, Colette. Donc, Maurice, tu nous as dit tu nous as donné quelques indications sur ce qu'il faudrait pour qu'il y ait une profession, puisque tu terminais sur le fait que cette profession n'existe pas. Ouais. Que pourrais-tu nous dire dans 50 ans sur la formation continue, la formation initiale, sur l'insertion professionnelle? Que pourrais-tu nous dire sur un meilleur arrimage de ce que tous les acteurs pourraient faire pour qu'il n'y ait pas cette rupture entre cette profession qui n'existe pas et cette formation où on tente de former des professionnels? Dans les 50 prochaines années, tu veux dire? Là? Oui. Ah. C'est extrêmement difficile, hein? C'est difficile, premièrement, parce que l'avenir appartient aux gens qui sont en train de naître aujourd'hui. Dans 50 ans, les gens qui naissent aujourd'hui auront 50 ans, là. Donc, comme dit Hannah Arendt, lorsque naissent des êtres nouveaux, ces êtres-là sont porteurs d'altérité. C'est-à-dire que le monde dans lequel ils naissent, ils vont le changer. Et parce qu'ils le changent, nous ne savons pas ce qu'il deviendra. Il en va de même dans la formation des maîtres. Il y a des gens aujourd'hui qui naissent, qui vont peut-être devenir formateurs de maîtres ou enseignants, qui vont devoir changer ce qu'on leur laisse. Mais moi, je trouve que un des enjeux, c'est pas la formation des maîtres, c'est la profession. Notre problème, c'est pas la formation. Notre problème, je trouve, c'est la profession. C'est pour ça que je disais qu'on est dans une contradiction, parce qu'on forme des enseignants pour une profession qui n'existe pas. Donc, on pourrait se doter de la meilleure formation des maîtres du monde, là. Quand on les envoie sur le marché du travail, ça se délite. Donc, il faut que dans le monde scolaire, que dans les prochaines décennies, se développe une véritable profession au sens, premièrement, d'une valorisation de ce métier-là, accroître son attractivité, augmenter les salaires. Parce qu'un enseignant, une enseignante, là, ça fait 17 ans de scolarité, quand ça sort, ça gagne à peu près 38 000 par année. Et son échelle salariale plafonne au bout de 15 ans, puis le salaire moyen dans la province de Québec, c'est 56 000, ici en 2013, si je me souviens bien, là. Ce qui est à peu près 12-13 000 en bas de la moyenne canadienne sans le Québec. L'enseignement n'est plus une profession attractive. n'est plus une profession attractive. Beaucoup de, je ne sais pas si vous le savez, là, mais beaucoup de facultés dans la province de Québec ont dû descendre leur quotaire pour faire leur quota. Donc, on a un problème, là.
Le problème, c'est pas la formation elle-même. On a beau faire des stages, faire de l'analyse de pratique, développer des approches réflexives, inciter sur une éthique professionnelle qui conduira à une formation continue, essayer de vulgariser nos cours trop théoriques pour que les étudiants les comprennent. Quand ils arrivent dans le monde scolaire, nos idéaux sont désamorcés par les pratiques de terrain. Comment peut-on former des professionnels, par exemple en enseignement secondaire, lorsqu'on sait que 20 à 25 ou 30 vont enseigner dans des matières pour lesquelles ils n'ont pas été formés? Les sciences d'éducation ne nous apprennent pas grand-chose. Mais une chose que l'on sait aujourd'hui, c'est que les gains d'apprentissage des élèves est fortement corrélé à la compétence disciplinaire des enseignants. Plus qu'un enseignant connaît sa matière, plus qu'il y a des susceptibles de provoquer des gains d'apprentissage chez les élèves. Ça, c'est établi depuis 25 ans dans de grandes enquêtes macro-sociologiques et micro. Pourtant, dans le milieu scolaire, on dissocie la compétence disciplinaire de l'enseignement. Donc, on est confronté vraiment en sciences d'éducation à une mission quasiment impossible. Et moi, je trouve qu'il faut dénoncer le sort qui est fait aujourd'hui aux enseignants. Il faut... Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer ma conférence dans le Soleil de la presse lundi. Là. Je pense qu'il faut dénoncer la situation actuelle dans laquelle est placée la profession enseignante. Moi, je crains pour l'avenir de la profession enseignante au Québec. En Amérique du Nord, partout aussi. Ils s'arrangeront, les Américains, là, je reste au Québec. Voilà, là. Mais au Québec, je crains pour l'avenir de la profession. J'ai peur que notre profession soit en train de se déliter. Un taux effarant de précarité, une attractivité de plus en plus faible, une profession extrêmement traditionnelle par le recrutement, la mentalité de service, un ethos professionnel relativement faible. On a un problème sur le plan social par rapport à la profession enseignante. Et je pense qu'il faut mettre l'accent au Québec beaucoup plus sur la profession que sur la formation. Je veux dire, la formation, c'est important pour nous, là, comme formateurs. Là. Mais je pense que l'enjeu n'est pas là. On a avancé le plus qu'on pouvait, mais de l'autre côté, on a besoin de répondants. Là. On a besoin d'enseignants qui s'engagent, qui disent « Oui, j'ai le goût de faire des... » Mais pas juste faire des recherches dans le milieu scolaire. C'est rendu impossible. Faire des recherches dans le milieu scolaire, c'est une entreprise de fous. Moi, ça continue que je vais finir ma carrière comme Clermont-Gauthier, m'a écrit des livres dans mon bureau, là. Je pense que sur ces derniers mots qui nous ont fait rire... Dites pas ça, ah ouais, c'est filmé, on va faire un moment. J'ai... Une chance qu'on sait que Maurice et Clermont sont de très bons amis. Je pense qu'aujourd'hui, avec les 2 tables rondes et les conférenciers qui vont nous amener à réfléchir, on a soulevé aux conférenciers certaines des questions qui ont été soulevées par Maurice du côté des défis, mais on les a aussi amenés à réfléchir sur les pistes d'intervention qu'on pouvait faire pour se projeter justement de façon positive dans les 50 prochaines années. Alors, je pense que la journée ne s'arrêtera pas sur un regard inquiétant de la profession. Je pense qu'ensemble, autant les intervenants du milieu qui sont ici aujourd'hui que les intervenants du milieu universitaire, on va pouvoir travailler ensemble à réfléchir sur ces pistes d'action qu'on peut avoir ensemble pour justement amener cette professionnalisation et de la profession enseignante. Alors, je vous invite à prendre la pause. Si ça vous va, on reprendrait dans une quinzaine de minutes avec la table ronde sur la formation initiale des enseignants. Merci.